On ne parle que de ça à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Nous avons choisi de parler de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Et pour en parler, je reçois le docteur Séverine Boilet. Bonjour Séverine Boilet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse et spécialiste de la SLA. Vous dirigez l'équipe en charge de la recherche sur cette maladie à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM à Paris. D'abord, comment se caractérise cette sclérose latérale amyotrophique, si on devait la définir? Alors, c'est une maladie qui touche le neurone moteur. En fait, il y a deux types de neurones moteurs chez l'homme. Il y a le neurone qui est dit supérieur, le neurone primaire qui se trouve dans le cerveau, en fait, dans le cortex. Et puis, il y a le second motoneurone qu'on appelle le neurone périphérique, le motoneurone périphérique, qui est dans la moelle épinière, donc tout au long de la moelle épinière. Et ce neurone est particulier parce qu'il va aller se connecter aux muscles. Donc, il sort du système nerveux central, il se connecte aux muscles. Donc, lorsque ce neurone meurt, en fait, il va y avoir une déconnexion du muscle, et donc le muscle va s'atrophier. Donc le patient va en fait petit à petit avoir ses muscles qui vont dégénérer. Et perdre l'usage de ses membres, tout à fait, bras et jambes. Exactement, donc il devient en fait paralysé petit à petit. Et voilà, c'est en fait le symptôme de la SLA. Combien de personnes sont touchées en France ? Alors, il y a à peu près, on estime entre 6 000 et 8 000 patients en France à chaque moment qui sont atteints par cette maladie. On dit de cette maladie que c'est la maladie rare la plus fréquente. Ça veut dire quoi exactement ? Oui, exactement. Alors, quand on parle des maladies rares, en fait, c'est basé sur des chiffres. En fait, combien il y a de cas à un moment donné. Et donc, pour la SLA, ce qui se passe, c'est que c'est une maladie qui n'est pas si rare que ça, mais malheureusement, c'est une maladie dont l'évolution est malheureusement très rapide. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il n'y a en fait pas autant de cas que ça de SLA. Donc, c'est pour ça qu'elle est considérée comme une maladie rare, parce qu'elle rentre dans les chiffres de la maladie rare, mais c'est à cause vraiment de son évolution rapide. Ça veut dire que l'espérance de vie est très courte ? Oui, malheureusement, elle est, on estime en moyenne entre 2 à 5 ans, c'est-à-dire à partir des premiers symptômes de la maladie, le patient va pouvoir survivre en moyenne entre 2 et 5 ans. Mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très différent d'un individu à l'autre. Il y a malheureusement des patients chez lesquels c'est plus rapide et d'autres qui peuvent survivre des dizaines d'années. En fait, on donne l'exemple à chaque fois du physicien britannique voilà, Hawking. Exactement, qui lui est encore en vie avec cette maladie et qui a pourtant été diagnostiqué très tôt en fait, pendant ses études. Donc c'est vrai que ça se poursuit vraiment. Cette espérance de vie qui est si courte, est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun traitement pour soigner cette maladie ? C'est vrai que s'il y avait des traitements, on espère avec les traitements qu'on puisse permettre de reculer la mort et vraiment prolonger l'évolution. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui permette de soigner cette maladie ? Il y a un traitement qui est donné aux patients qui s'appelle le Rilutec, et donc tous les patients, notamment en France, reçoivent ce traitement. Mais donc c'est le traitement il a vraiment une efficacité qui a été prouvée sur la survie du patient, mais on estime que c'est environ 3 mois. Donc ça permet de reculer de 3 mois l'échéance. Donc c'est sûr que ça n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on cherche vraiment des solutions. Surtout aussi, ce traitement n'a pas vraiment d'incidence apparemment lorsqu'on parle avec les patients. Bon, je ne suis pas neurologue, donc je ne vois pas les patients directement, mais je suis en contact avec beaucoup d'entre eux. Mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment d'incidence sur leur bien-être, en fait. Donc c'est ça aussi. C'est non seulement des médicaments pour augmenter l'âge, la durée de vie, mais aussi pour que le patient se sente mieux. Donc c'est vrai qu'on cherche ces deux pistes. En fait. Est-ce que la maladie, vous le disiez, évolue différemment chez certains patients, mais si la maladie se déclare à l'instant T et qu'elle évolue extrêmement vite, est-ce que ça veut dire que l'espérance de vie sera d'autant plus raccourcie que la maladie aura évolué très vite dans les premiers mois, si on doit donner un exemple de ce type? Oui, alors c'est une maladie qui est vraiment hétérogène et vraiment d'un patient à l'autre, c'est très différent en fonction aussi de peut-être son mode de vie ou de ce qui se passe. Donc on peut normalement pas prédire. C'est vrai qu'il y a des formes, on connaît surtout des formes à évolution lente qui d'un seul coup vont peut-être accélérer ou alors ce que vous venez de dire est aussi correct. Donc c'est pas chaque cas est particulier, chaque patient évolue de façon différente. C'est ce qui fait que c'est vraiment difficile à étudier et à trouver des pistes thérapeutiques parce que c'est vraiment très différent d'un patient à l'autre. Est-ce que les fonctions intellectuelles finissent par être elles-mêmes touchées ?
Alors non, donc on se demande en fait si un jour on avait la possibilité d'avoir un traitement qui augmente vraiment la survie du patient, est-ce qu'après il y aurait des fonctions cognitives qui seraient atteintes? Donc bon, c'est une question qu'on peut se poser. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Il est vrai qu'il y a d'associé à la SLA une maladie qui s'appelle la démence frontotemporale, mais ça n'est pas du tout une démence comme la maladie d'Alzheimer par exemple. C'est plutôt des changements du caractère des personnes ou alors des problèmes au niveau de la diction, pour la parole. Donc du coup, il y a certains patients qui ont ceci associé, et notamment lorsqu'ils ont certains gènes qui causent la maladie, ça peut être associé de manière plus importante avec ces cas de DFT. Mais surtout, ce qui est important dans la SLA, c'est vraiment les fonctions vitales, les muscles, et notamment, ça se termine par une affection au niveau des muscles respiratoires. Donc en fait, c'est ce qui fait que le patient va ensuite décéder. Donc c'est vraiment... Une insuffisance respiratoire, du fait qu'il ne peut plus respirer de façon autonome. Exactement, dans la plupart des cas. Parce que c'est la fonction même musculaire de la cage thoracique qui ne fonctionne plus. Exactement, des muscles respiratoires en fait, de la cage thoracique et des poumons. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce qui cause la SLA? Est-ce que ce sont des facteurs environnementaux? Est-ce que c'est une maladie qui est héréditaire? Alors, on connaît des causes pour certains cas. En fait, on sait qu'il y a 10% environ de tous les cas de SLA qui ont des causes génétiques. Oui. Donc, c'est vrai que ce sont ce qu'on appelle les cas familiaux. Mais ça correspond qu'à 10%. Donc il faut voir que 90% des cas, on ne connaît pas la cause. Donc c'est vrai qu'il y a des équipes de recherche qui travaillent sur des causes environnementales. C'est difficile avec la SLA, comme c'est une maladie qui est considérée qui est rare en fait. C'est très difficile de faire des études épidémiologiques parce qu'à un moment donné, on n'a pas énormément de cas. Donc en fait, les statistiques finissent par tourner d'un côté ou de l'autre assez facilement. Donc c'est difficile de savoir s'il y a des facteurs environnementaux. Il y a des équipes qui travaillent dessus et on espère trouver ça. Quels sont ceux qui sont déjà un peu mis en avant, s'il y en a certains qu'on peut citer? Oui, en fait, ça vient de ce qui a été vu à un moment donné dans les années 50. En fait, il y avait des cas très importants sur des îles près du Japon, donc l'île de Guam et les îles de Ki, où en fait, là, il y avait 50 fois plus de cas que dans tout le reste du monde. Donc en fait, les gens se sont penchés sur ces cas-là. Donc maintenant, c'est terminé. C'est revenu à la moyenne normale. Mais il a été mis en cause, en fait, des petites algues qui se collaient sur certaines graines qui, en fait, étaient mangées par les personnes, mais surtout, même, elles les nettoyaient. Donc, on pense, en fait, que ça passait par des chauves-souris qui mangeaient ces graines, qui ensuite étaient mangées par les humains. Et que, comment c'est arrivé jusqu'en France, si on doit citer notre pays à nous? Oui, alors, on ne sait pas si il se passe aussi ces choses-là en France. Il y a des équipes qui regardent justement si ces algues peuvent être retrouvées sur certains aliments, peut-être, donc qui sont dans les endroits qui sont proches des côtes. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être certains foyers qu'on essaie de mettre en évidence, mais c'est difficile. C'est encore des balbutiements, on va dire, par en fait, il y a des études qui sont vraiment intéressantes, mais on attend les résultats pour savoir si effectivement c'est le cas ou pas. En fait. Alors aujourd'hui, la maladie est incurable, mais est-ce qu'il existe des moyens connus pour en ralentir les effets? Vous citiez tout à l'heure un médicament, mais est-ce que son régime alimentaire, est-ce que l'environnement dans lequel il évolue, peut-être accentuer l'exercice physique quand la maladie permet encore une certaine motricité, quels sont-ils ces moyens de ralentir au quotidien les évolutions? Donc, en fait, c'est vraiment la prise en charge du patient. Donc, c'est un peu tout ce que vous avez cité qui permet de faire en sorte que le patient vive mieux pendant sa maladie. Donc, c'est vrai que les neurologues qui connaissent vraiment cette maladie savent bien ce qu'il faut faire avec ces patients. Donc, vous avez parlé de l'exercice physique. C'est vrai que c'est surtout plutôt la kinésithérapie ou alors effectivement un peu de sport, mais pas à outrance en fait. Donc il faut vraiment équilibrer ces choses-là. Donc toute cette prise en charge aussi par rapport à l'alimentation, mais c'est plus d'essayer de
Il y a des aliments qu'il faut éviter ou il faut se tourner vers un régime en particulier? Non, ça n'a pas été mis en évidence, mais c'est plus que, étant donné que les muscles demandent beaucoup d'énergie, ce serait plus le cas de il ne faut pas ne pas se nourrir en fait, parce que ça pourrait peut-être aggraver la maladie. Importante, ça peut être néfaste. Voilà, exactement. Elle en est où la recherche aujourd'hui? On se souvient de l'Ice Bucket Challenge qui a eu lieu à l'été 2014 de mémoire, où on a vu les réseaux sociaux s'enflammer pour ce challenge où on voyait des personnalités, des célébrités qui renversaient un seau d'eau froide sur leur tête pour pouvoir inciter les gens à donner de l'argent en faveur de la recherche pour la SLA. Qu'est-ce qu'ont donné ces fonds qui ont été apportés? Je crois savoir qu'aux États-Unis, ils ont été considérables. En France aussi, ils ont été assez importants. Est-ce que ça a fait bouger les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que des traitements ont avancé et on est sur le point de trouver quelque chose? Alors, surtout, ce que ça a fait, je pense surtout en France, c'est que ça a permis de faire connaître cette maladie mieux, en fait. Parce qu'en France, cette maladie reste encore malheureusement mal connue, parce que c'est un peu à cause de son nom, parce que lorsqu'on dit sclérose latérale amyotrophique, on pense tout de suite, par exemple, à sclérose en plaques. Oui. Donc, en France, on connaît mal cette maladie. Donc, c'est vrai que ce Ice Bucket Challenge a permis de faire mieux connaître cette maladie. Donc, elle a apporté des fonds plus importants. C'est vrai qu'en France et en Europe, ça n'a rien à voir avec ce qui a été obtenu aux États-Unis, mais tout cet argent permet notamment de pouvoir accélérer les essais thérapeutiques et les essais cliniques. C'est vrai que comme c'est une maladie rare, les industries pharmaceutiques ne sont pas forcément tous intéressés pour trouver des traitements sur cette maladie, donc c'est vrai que ça permet d'envisager plus de traitements, enfin en tout cas d'essais thérapeutiques pour cette maladie. Après, l'échéance, on la situe à combien de mois ou d'années aujourd'hui? Oui, c'est en années, je pense. Après, il y a justement sur les causes génétiques qui sont connues. C'est vrai que ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est voir si on peut toucher aux gènes. Donc ça, c'est tous les travaux qu'on fait en laboratoire pour connaître comment ces gènes influencent la survie du motoneurone. Et ensuite, il y a des essais thérapeutiques maintenant qui commencent pour ces cas spécifiques qui ont des causes génétiques spécifiques, d'essayer de retirer en fait ce gène qui est muté. Et on espère avec cela que ça permettra d'augmenter la survie chez ces patients. Donc il y a des choses qui vont être faites. Donc dans ce cas-là, on sait que c'est en phase 1 et 2, et donc ça avance. Après, il y a énormément d'autres traitements qui ont été essayés, malheureusement, qui n'ont pas donné de résultats, mais bon, on a l'espoir, bien sûr, que les prochains auront des résultats probants. Donc, il faut bien sûr essayer lorsqu'on a de bonnes pistes. Mais le tout, c'est de trouver les bonnes pistes, et c'est ce qu'on fait plus en amont avec la recherche plus fondamentale, d'essayer de trouver ces pistes. Merci beaucoup Séverine Boilet pour ces informations et cet entretien. Pour plus d'informations, on va peut-être renvoyer les spectateurs, les internautes sur le site de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et qui permet aussi de soutenir la recherche via des dons qu'on peut faire aussi sur ce site-là. Le nom s'affiche en bas de l'écran à l'instant, et peut-être vous avez aussi, vous, de votre côté, des associations peut-être dont on peut donner le nom? Exactement, il y a des associations qui vraiment aident la recherche sur la SLA spécifiquement. Donc par exemple, dans toutes les régions de France, il y a des associations qui collectent des dons, comme par exemple la RMC en Bretagne. Il y a aussi au niveau national la RSLA qui collecte des fonds pour la SLA, et aussi au niveau français et européen la Fondation Thierry Latran qui sont spécialisés pour la maladie. Merci beaucoup pour ces précisions.